Salut à tous, c'est Johan. Avant de commencer le podcast, petit appel à l'action. Vous pouvez partager le podcast sur vos réseaux sociaux pour le faire connaître en taguant le compte du podcast ou ses intervenants, que ce soit Mathieu, Manu ou Johan, et également lui donner une note de 5 étoiles sur les plateformes. Je vous souhaite une bonne écoute. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, to jest prawda! Et salut à toutes et à tous. Jak mówił Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Presque heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode hors série de votre podcast 100% foot polonais Oh My Extraclassa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont deux. Il est déjà fan de Fernando Santos. C'est Mathieu, @footpolac sur Twitter. Mathieu, comment ça va? Bonjour, ça va pas très bien, mais je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de la Pologne. Il a regardé le match de la Pologne contre l'Allemagne et ce beau jubilé de Błaszczykowski, c'est Johan, @larpoznaniefera sur Twitter. Johan, comment ça va? Ça va super, prêt à parler de cette belle sélection. Manu est encore absent cette semaine, malheureusement. Il avait une soirée fête de la musique. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais on lui fait confiance pour revenir le plus vite possible. Manu revient, on t'aime. Sans plus attendre pour cet épisode spécial sélection, je vous propose qu'on passe à la liste. Donc la liste qui a été donnée par Fernando Santos, dans laquelle se trouvaient au poste de gardien de but Drągowski, Skorupski et Szczęsny. Au poste de défenseur, on avait Bednarek, Wieteska, Wiśniewski, Kędziora, Kiwior, Redza, Bereszyński et Frankowski. Au poste de milieu de terrain, Bielik, Kamiński, Lederman, Linete, Skóraś, Slisz, les deux Szymański, Zalewski, Zielinski et Wangowski du Pogoń Szczecin, nouvel appelé. Et en attaque, Arkadiusz Milik, Świderski et la star Robert Lewandowski. Au niveau des absents, on notera Piątkowski et Walukiewicz au poste de défenseur central, Matikash en arrière droit, Karbownik en arrière gauche. On reparlera de la défense polonaise plus tard. Au milieu de terrain, Kozłowski qui est avec les espoirs. Et en attaque, Kownacki, toujours pas appelé malgré sa belle saison à Düsseldorf. Et Piątek, moins belle saison mais plus régulièrement appelé, donc c'était une nouvelle surprise. Messieurs, qu'avez-vous pensé de la liste? Alors cette liste, pour moi, c'était pas une mauvaise liste. C'est plutôt une liste avec des noms intéressants. Par exemple, tu parlais du milieu. Je pense que de revoir Lederman qui avait déjà été sélectionné mais qui a été resélectionné, de voir Damian Szymański par exemple, de voir Slisz qui a fait vraiment une belle saison avec le Legia, c'est assez intéressant. Wangowski, c'est un petit peu voilà. Bon, il fallait mettre un joueur de l'extra-classe autre que Lederman. On a mis Wangowski, pourquoi pas. Voilà, et de voir peut-être Bielik de retour aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je pense que tu les as notés, les absents. Moi, j'aurais peut-être rajouté Borchniewicz en défense, et peut-être chez les gardiens Grabara qui fait le doublé, il me semble, avec Copenhague au Danemark. Mais pareil, les gardiens, le problème c'est qu'on est déjà sur des joueurs qui sont présents depuis longtemps dans le groupe. Drągowski, Skorupski, Szczęsny, rajouter Grabara, qui va peut-être foutre un peu le bordel parce qu'il voudrait être numéro 1. Ce serait un petit peu compliqué. Voilà, enfin c'est pas une liste qui est déconnante, hein. C'est une liste qui est assez, il y a du matos comme on dit, il y avait du potentiel. Défensivement, on voit que c'est quand même pas l'assurance tout risque. On a noté les absents. Walukiewicz, un petit peu compréhensible. Moi, je parlais de Borchniewicz aussi. Piątkowski, pourquoi il est pas là? On ne sait pas trop. Avec Wiśniewski qui est quand même appelé alors qu'il fait pas forcément une saison non plus incroyable. Donc voilà, après au milieu, vous avez parlé de Kozłowski qui jouait avec les U21. Peut-être qu'il aurait plus sa place que Wangowski, par exemple, Kozłowski. Parce il a fait quand même une très belle saison en championnat, et il a été élu par les fans meilleur joueur du club, il me semble, sur la saison. Ouais, tout à fait, par les fans du Vitesse, ouais. Ouais, du côté du Vitesse. Et bon, par exemple, il y avait Białek aussi, mais Białek, bon, n'a pas fait une énorme saison. Mais bon, c'était une liste logique, hein, selon moi, quelques absents comme d'habitude. On pourrait toujours aller prendre ici et là et dire oui, on pourrait prendre celui-là, etc.
mais globalement, on avait ça. Je remarque quand même que dans les gens absents, vous avez Nino, vous n'avez pas parlé de Glick, non? Ouais. Ouais. Ouais, Glick et Krychowiak Et absents, mais Krychowiak, voilà. Donc c'est comme si les mecs, c'était fini. Genre on les a oubliés, Glick et Krychowiak. Effectivement, c'était quand même des choix forts de Santos de se priver de Glick et de Krychowiak. On va peut-être en parler plus tard. Peut-être que ça a eu un certain impact sur les matchs. Mais je trouvais ça intéressant c'était les deux joueurs qui étaient quand même un petit peu, on va dire, malmenés dans la presse par les supporters, etc. Pour leur performance. Hein. Glick maintenant, bon voilà, en fond de série B, bientôt en série C, il va certainement rester en série B, mais avec la charrette derrière. Krychowiak du côté de l'Arabie Saoudite, c'était pas formidable sur les derniers mois non plus. Mais voilà, c'est rigolo quand même qu'on n'ait pas mis dans les principaux absents les joueurs qui avaient certainement le plus de sélections et qui avaient toujours été appelés l'arrivée de Fernando Santos à la tête de la Pologne. ouais, effectivement, c'est vrai que, bah, enfin, pour ma part, ils seront plus appelés. Je pense que c'est un choix très clair de Santos de passer à la génération suivante et on en reparlera, mais heu, ce choix, comment dire? Pour l'instant, ça lui donne pas raison, mais on espère que sur du moyen terme, il va finalement faire ce qu'il a envie et donner peut-être plus de responsabilités à d'autres joueurs et les mettre sur le devant. Moi, l'absent, en fait, par rapport surtout au deuxième match, que j'ai pas vu l'Allemagne, mais j'ai vu, la Moldavie hier, il m'a semblé qu'il manquait vraiment un attaquant de profondeur et toi, Yo, tu as pu le voir l'année dernière, à l'Air revenir. Tu penses quoi de l'absence une nouvelle fois de Kovnatski? Hier, c'était criant, il manque un attaquant de profondeur, je pense qu'il aurait pu faire du bien, non? Ouais, c'est sûr, il a pu faire du bien. Un autre absent aussi, c'est Grosicki. Je sais pas s'il est blessé ou pas, mais il est pas appelé non plus. Donc lui, niveau des centres, ça aurait été pas mal aussi peut-être pour hier. Mais ouais, pour l'attaquant, bah, c'était son poste, quoi. Attaquant de profondeur, c'est ce qu'il aime bien, avoir des ballons dans la surface, un peu le renard des surfaces. Pas besoin d'aller trop chercher les ballons au milieu du terrain. Ça lui aurait bien convenu sur les deux matchs, ouais. Ouais. Je vous propose qu'on passe directement, au débrief du premier match. Yo, est-ce que tu veux nous en dire un mot vu que tu as regardé ça avec assiduité? Ah oui, très très beau match, un bon vendredi. C'est complètement faux, je ne l'ai pas vu. Donc je vais laisser Mathieu nous en parler. Alors merci, hein, merci Odo Johan. Moi je l'ai vu, mais je m'en souviens plus très bien après ce qui s'est passé hier soir. Alors on enregistre ce podcast. Globalement, y a pas énormément de choses à dire sur ce Pologne-Allemagne. C'était un petit peu le jubilé de Błaszczykowski qui avait le capitanat, etc., et qui est sorti sous l'ovation incroyable de ce public du Narodowe, qu'on doit un public auquel on doit dire quand il faut taper des mains, montrer les écharpes, etc., à travers les grands écrans. Mais un public incroyable du Narodowe qui a fait une ovation à quand même cette légende qui est du foot polonais moderne, qui est Błaszczykowski, qui est sorti à la 16e minute. Par la suite, on a vu après les pleurs, après ce côté un petit peu triste, on a vu des choses un peu plus positives du point de vue polonais. Je trouve qu'il y a eu quand même des actions en première mi-temps qui étaient intéressantes, des combinaisons devant qui étaient je veux pas dire très rares, mais qui sont pas arrivées souvent, mais quand elles sont arrivées, il y avait eu de la vitesse, etc. Et c'était plutôt intéressant sur la première mi-temps. On a eu le but aussi par la suite de Kivior, il me semble, de la tête sur à la 30e, 31e, sur un corner de Szymanski, si je me souviens bien. Hein. Maintenant, c'est loin après tout ce qui s'est passé hier. Ah bah, c'est tout à Donc fait voilà. ça, j'ai une excellente mémoire. Ah, c'est ça? C'est bon? Je l'ai? Ouais. Un très beau corner, très bien tiré, hein, le corner de Szymanski d'ailleurs. Et on peut voir et on verra quand on parlera du match face à la Moldavie, qu'il avait peut-être changé de pied entre-temps durant cette période. Mais en tout cas, c'était plutôt agréable à voir jouer en première mi-temps. Agréable, j'exagère un petit peu, mais c'était plutôt correct en première mi-temps. La seconde mi-temps, ça a été un match qui a été un petit peu à
à sens unique. Il y a eu des changements, il y a eu pas mal de changements à la mi-temps, la sortie de Sébastien Szymanski et la sortie de Lewandowski pour les préserver pour le match face à la Moldavie. Et les rentrées de Milik et de Linete. Et après, c'était de l'attaque-défense, hein, globalement. Déjà, si on reprend les stats de manière générale, je pense que la Pologne, on avait été à 30 possessions, 30% de possession de balles sur tout le match. L'Allemagne a fait plus de 25 tirs, très peu cadrés. L'Allemagne a énormément vendangé devant le but. La défense a tenu. Il faut quand même, sur ce match, dire que si ce score a été de 1-0, deuxième victoire de la Pologne face à l'Allemagne dans toute son histoire depuis le début, mais deuxième victoire depuis, c'était 2014, la première, avec le but de Mila, etc. C'est ça? Tout à fait Oh là Thierry. là, je travaille un peu, hein, sur ma mémoire sur les chiffres. 2014. Ça a tenu grâce à pas forcément la défense, un petit peu la défense qui a quand même été assez compacte, mais surtout grâce à Chesney, un Chesney qui a fait des arrêts assez incroyables pendant cette seconde période notamment. D'une Allemagne qui n'était pas non plus folichonne. J'ai vu que l'Allemagne globalement, il y a beaucoup de questions sur Hansi Flick, etc. et que ça se passe pas super bien, que ce soit dans la presse allemande ou les suiveurs du football allemand. Donc voilà, c'est une petite victoire, une sorte de victoire un peu à la Pyrrhus, mais une victoire qui normalement devrait te donner de la confiance. Battre l'Allemagne, c'est quand même important, même si t'as fait que 3 tirs dans le match ou 5 ou 4, quelque chose comme ça, et t'en as cadré un ou deux. Tu marques un but sur un de tes tirs cadrés. C'est beaucoup de réussite, mais ça passe. C'est un match que tu peux perdre 5-1, 6-1, 4-1, comme le gagner 1-0. Tu le gagnes 1-0, donc c'est important pour la confiance, surtout à domicile. Voilà, mais c'était un amical avec un début de jubilé, un grand Chesney. Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à retirer de tout ça? Je suis pas sûr, et je pense qu'on en parlera après pour le match face à la Moldavie. Ah, effectivement, je pense qu'il y a pas grand-chose à en tirer, évidemment, en tant que Johan, du comité de Johan, je n'ai pas vu le match non plus. Mais je pense que, ouais, c'est compliqué de tirer un quelconque enseignement, surtout après ce qu'on a vu hier soir. Juste, c'était un beau jubilé pour, Błaszczykowski, un petit 1-0. Fernando Santos qui, avant de se faire virer, va marquer son nom dans la légende et puis voilà, quoi. Hem, je propose qu'on passe, au gros du morceau. J'ai pas de musique, d'enterrement, mais voilà, on même si on n'a pas envie, il va falloir en parler. Le match d'hier, la défaite en Moldavie, 3-2. Puisque la semaine dernière, le thème, c'était harakiri. Cette semaine, la Pologne, ils ont fait la même chose. Menant 2-0 à la mi-temps sur des buts de Milik tout d'abord, puis, Lewandowski. La Pologne a finalement perdu 3-2. Premier but moldave à la 47e, deuxième autour de la 80e et le dernier suite à un coup franc à la 84e, il me semble, puisque j'ai rattrapé le match aujourd'hui. Je vous propose qu'on le fasse, en 2 étapes, puisque Yo et Mathieu, vous l'avez vu en live et moi je l'ai vu en différé. Je vais vous laisser, crier votre douleur, et puis ensuite, je vais mettre un petit peu de sel sur vos plaies. Yo, je te donne la parole, vas-y, dis-nous comment t'as vécu ça? Bah, une bonne première mi-temps. En tout cas, côté polonais, voilà, un but de Milik, Lewandowski, des bonnes passes. On a vu ce que les joueurs savent faire. Enfin, Jelinski, voilà, assez bon. Euh, et on s'est dit à la mi-temps, bon bah 2-0, c'est pas trop mal. Contre la Moldavie, bon, on s'attendait à gagner de toute façon, je pense. Et puis tout d'un coup, au retour des vestiaires, on en prend un à la 48e. On se dit, ah, tiens, ça a peut-être un peu changé, le mood a un peu changé. Et puis on voit que la Pologne commence à moins bien appuyer ses passes, à pas cadrer ses tirs. Par exemple, là, j'ai les stats sous les yeux. Bah, la Pologne, elle a eu 20 tirs et elle en a cadré que 5, quoi. Donc à ce niveau-là, des choses à revoir. Puis ensuite, les Moldaves, eux, ils y sont allés tranquillement. Ils ont posé un peu leur jeu. Et puis, ils passent en deuxième but. Et puis, dès qu'ils ont mis le deuxième but, je me suis dit, c'est sûr,
la Pologne va perdre, et ça a pas raté. La Pologne a malheureusement perdu. Vous êtes sûr que vous voulez que j'y aille? Vous êtes sûr? Vas-y, fais-le. Ok, Do très bien. it. Donc comme l'a dit Johan avant, il a bien résumé le fil du match. Je pense que la première mi-temps, tu mènes 2-0 à la mi-temps face à la Moldavie. Tu te dis le plus dur face à ce genre d'équipe, ce genre de petites équipes, on va dire. Rappelons quand même que la Moldavie, au classement FIFA, c'est derrière la Guyane. Voilà, je voulais juste le préciser. Et donc derrière ce genre d'équipe, avec ce genre d'équipe, tu te dis le plus dur, c'est de marquer le premier but. C'est ça qui est le plus difficile. Et après, normalement, tu poses ton jeu, tu sais que tu as plus de qualité technique. Normalement, ça va, tu vas peut-être te prendre un but quand tu auras 4-0 et tout ira bien. Ça, c'était la première mi-temps. Rappelons quand même la composition de la première mi-temps, parce que je pense que c'est important de rappeler quel type de joueur était sur le terrain face à cette équipe de Moldavie. On avait dans les buts Chesney, joueur de la Juventus. On avait en défense centrale dans un 3-5-2 Kivior, un peu sur le côté gauche. Bednarek, donc Kivior, joueur d'Arsenal. Bednarek, joueur de Southampton encore, parce qu'il était prêté à Aston Villa cette saison, la deuxième partie de saison. Ken Diora. Puis après, en piston droit, Frankowski du RC Lens. À piston gauche, Zalewski de l'AS Roma. En milieu de terrain, on avait en point de basse Damian Szymanski de la EK Athènes, puis après, devant lui, Piotr Zielinski du Napoli, Sebastian Szymanski du Feyenoord Rotterdam, enfin, qui était prêté au Feyenoord Rotterdam cette année. Et devant, le duo, Pipo et Pipi, Milik et Lewandowski. Lewandowski, Barcelone, et Milik, la Juventus, prêté par l'Olympique de Marseille. Je rappelle quand même encore une fois que sur le terrain, si on reprend encore ces joueurs, dans un 3-5-2, qui globalement est un schéma qui correspond à 80%, allez 75 si on veut faire les esthètes, des joueurs qui sont sur le terrain. On avait donc Szymanski qui a été champion des Pays-Bas, Zielinski qui a été champion d'Italie, Robert Lewandowski qui a été champion d'Espagne, Damian Szymanski qui a été champion de Grèce, Zalewski qui ne joue pas titulaire à la finale mais qui arrive quand même avec la Roma parce qu'il a joué cette saison pas mal à ce poste-là, qui arrive en finale de Ligue Europa, Kivior qui joue Arsenal qui finit deuxième, Frankowski qui joue à Lens qui finit deuxième du championnat français, Chesney, Milik qui joue dans des gros clubs quand même, dans des gros clubs. Il joue quand même à la Juventus, même si la Juventus a une saison compliquée, c'est quand même la Juventus. Donc voilà. Et en face, on avait des joueurs qui jouaient au Betar Jérusalem et dans des clubs ukrainiens, etc. Et bon, il y avait quand même des bons joueurs, des joueurs qui jouaient en Grèce aussi auparavant. Mais globalement, cette équipe sur le terrain qui joue à des positions, encore une fois, 75-80%, qui sont les mêmes en club. Cette équipe de joueurs expérimentés au niveau européen, on a parlé de grands clubs quand même. C'est plus l'époque où on avait l'équipe de Pologne, où ça venait de, je sais pas, où les joueurs venaient presque du Liechtenstein pour venir jouer en équipe de Pologne. On était obligé de prendre des joueurs qui n'avaient même pas, qui avaient juste leurs grands-parents, dont on sait pas où, qui étaient polonais, etc., pour les naturaliser. Ou des joueurs qui se faisaient naturaliser parce que le vivier n'était pas là. Il y a un vivier en Pologne, il est présent de joueurs. Et tu as cette équipe emmenée par Fernando Santos. Fernando Santos, on peut dire ce qu'on veut. Fernando Santos a quand même eu des résultats avec le Portugal. Je n'ai pas l'impression, je vais pas être méchant, mais je n'ai pas l'impression que le Portugal, ça aille beaucoup mieux avec Martinez en ce moment. Après, c'est Martinez, donc c'est un autre débat, mais parce que ça critiquait beaucoup Fernando Santos sur les dernières années du Portugal, mais c'est un entraîneur qui a eu des résultats. C'est un entraîneur d'expérience. Tu mènes 2-0 à la mi-temps avec des joueurs d'expérience, un schéma tactique qui n'est pas déconnant, assez offensif, mais qui n'est pas déconnant, et un entraîneur qui connaît le haut niveau, qui a emmené des clubs, qui a emmené des équipes, des sélections nationales à un niveau supérieur jusqu'à gagner une Coupe d'Europe, par exemple, le titre de champion d'Europe avec le Portugal. Très bien. Tu es là face à la Moldavie. Qu'est-ce qui va se passer en deuxième mi-temps? Normalement, dans un monde normal, 99% du temps, tu vas dérouler tranquillement, tu vas certainement gagner 3-1, 4-1, quelque chose comme ça, etc. Et tout le monde sera en vacances et tout le monde sera content. Mais sauf qu'on est la Pologne. Sauf qu'on est la putain de Pologne. C'est-à-dire que cette équipe, de manière générale, à partir du moment où elle prend ce putain de premier but, ne sait plus où elle met les pieds.
Une déclaration absolument incroyable de Bereshinski qui rentre justement après, et on passe en 4-4-2. Bereshinski dit ceci en conférence de presse, juste après, en conférence de presse, au micro de TVOP, juste après le match. Il dit, nous ne savions pas quoi faire, ni comment nous placer sur le terrain. C'est un 4-4-2, hein. Les Moldaves couraient partout, c'est du football, les mecs courent, super. Et se créaient des occasions, ça reste le football, et étaient plus offensifs. Nous étions perdus. Nous étions perdus. Est-ce que c'est normal qu'un mec comme Bereshinski, outre le fait qu'il a pas fait une saison incroyable avec Naples quand il a été prêté par la Sampdoria, c'est pas grave, mais un mec avec de l'expérience comme Bereshinski de la sélection, un mec qui a de l'expérience dans le football, dit ce genre de choses. Deuxième citation, Ben Narek, qui nous dit « On était tranquille en première mi-temps, nous pensions que finalement le match allait être une formalité, et après ces 45 minutes, que nous allions tous en vacances. » C'est ça ce qu'il a dit, Ben Narek, au micro de TVOP après le match. Alors moi, je veux bien qu'on revienne avec les débats tactiques. Oui, Fernando Santos, il a mis ça, il a mis ça. Enfin, je pense que c'est important de parler de tactique et t'en parleras, Johan. Mais pour moi, le problème, il est encore une fois, et on en a parlé moult fois, mais il est global avec cette équipe de Pologne. Cette équipe de Pologne rend l'impossible possible. Mais l'impossible, mauvais. Quand Szczęsny parle, après le match de l'Allemagne, en disant l'ADN de la Pologne dans le football, c'est la souffrance, mais c'est terrible comme message. C'est le vice-capitaine Szczęsny derrière Lewandowski. Lewandowski qui lui-même fait un petit peu la gueule parce qu'on n'a pas appelé Krychowiak. Le même Lewandowski qui avait demandé après, alors je suis désolé de taper sur Lewandowski, mais il faut le faire, qui avait après la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde 2018, demandé expressément à Navauka, et Navauka le dit, de repasser dans un 3-5-2 parce que tout le monde se sentait plus à l'aise avec le fiasco total de la Coupe du Monde en Russie qui s'est passé pour la Pologne. Le même Lewandowski, qu'on voit très peu en tant que capitaine sur le terrain, pas apporter ta testostérone et faire Rino Gattuso sur le terrain ou je ne sais quel capitaine, mais au moins avoir cette prestance et cette présence. Ok, tu es Robert Lewandowski, certainement le meilleur joueur de l'histoire du football polonais, même si pour moi, il peut y avoir débat avec certains joueurs comme Dana encore, etc. Mais bref. Mais en tant que capitaine, il est où, à part parler dans les coulisses? Qui fait partir Mirniewicz? C'est les sénateurs avec Lewandowski. Mirniewicz devait partir, c'est pas le problème. Mais il y a des choses qui se passent en interne dans cette équipe, qui sont négatives depuis très longtemps. Depuis la fin de l'Euro 2016, tout ce qui se passe dans cette équipe est négatif. Il y a eu des bons matchs. Moi, j'ai cru des choses. J'ai cru qu'on allait voir. Je me suis dit, putain, j'ai vu le match face à la Suède quand on doit aller quand on se qualifie pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui a eu lieu en 2023, qui a eu lieu en 2022, cet hiver. Je me suis dit, putain, là, on a vu un truc intéressant. On a vu, et qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Ah oui, on passe en 8e de finale pour se faire taper contre la France après un match insolent contre le Mexique. Un match, c'était qui au milieu? Je me rappelle plus. Je suis fâché. C'était qui au milieu après le Mexique? L'Arabie Saoudite. Le match face à l'Arabie Saoudite. Et après, on demande aux Argentins d'arrêter de jouer. Krychowiak va voir les Argentins. Il demande d'arrêter de jouer, s'il vous plaît, parce que s'il y a match nul, on est tous les deux qualifiés. C'était la même chose face au Japon en 2018. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce football polonais. Quelque chose de plus grave pour moi que la tactique, de plus grave que des joueurs, etc. Parce qu'il y a un réservoir, encore une fois, on a parlé de la liste au début, tu regardes la liste, tu dis, elle est pas mal, cette liste. Oui, il y a des erreurs, oui, peut-être on devrait mettre ce joueur-là plutôt que celui-là, oui, Wengowski, pourquoi? Ok, très bien. Mais le problème, c'est que tu as une mentalité qui est absolument négative. Les mecs se pensent comme, je ne sais pas, comme Perséphone, épouse de Hadès, qui doit passer une partie du temps à la terre ferme, accueillir des fleurs en Sicile, et l'autre au fin fond et au tréfonds des enfers, gardé par Cerbère. Enfin, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas de la mythologie. La mythologie, on parle du football. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu te prends un but, et derrière, alors, tu vas le dire, Johan, parce que je pense que t'as raison sur le constat, toi, tu l'as vu un petit peu plus à froid, tu te dis, la deuxième mi-temps, elle est pas aussi dégueulasse que ça. Mais tu as raison, dans le sens où, je suis désolé, mais par exemple, on parlait de la tactique, c'est pas Santos qui va faire des erreurs grossières comme Ben Narek et Zielinski en font. Un joueur comme Zielinski, où il est avec la Pologne? Pareil. Ils sont où ces joueurs importants, les Lewandowski, les Szymanski, les Zielinski, je pourrais parler de Szymanski, même si Szymanski, enfin,
Szymanski, on l'a vu, se rater alors qu'on pouvait mener 2-3 buts, se rater tout seul devant le but, il continue à courir comme un poulet sans tête, alors qu'il avait juste besoin de ralentir et juste de mettre à plat du pied, et il le fait pas. Pour moi, et j'en parlais avant, ce maillot de la Pologne crée quelque chose de négatif de manière générale et une mentalité qui est absolument exécrable au niveau des joueurs. Exécrable. Et j'ai pas peur des mots, sincèrement. Quand je vois les gens en interview, les joueurs en interview, etc. Quand je vois même il y a eu un meeting aujourd'hui entre Santos et le président Kulesha de la fédération, et que le président de la fédération, il fait une déclaration à la fin, et qui est mise dans la presse, etc. Et sur le site de la PZPN, ça pourrait être fait par ChatGPT, la déclaration. Il y a rien. Oui, on va continuer ensemble, on va essayer de faire les choses, blablabla. Mais on est où? On est où? Quelle est cette équipe? Alors, je suis désolé de parler beaucoup, mais au bout d'un moment, voilà, tu te fais prendre 3-2 par la Moldavie. C'est un résultat honteux. C'est honteux. C'est absolument honteux ce qui s'est passé. La défense a été nulle à chier. Nulle à chier. Devant Milik et Lewandowski, ils ont essayé de faire des trucs, etc. Pour moi, même, je pense qu'il y a eu des loupés que normalement en club, Milik et Lewandowski, quoique Milik défend, on sait pas trop si fait en club, mais Lewandowski normalement ne loupe pas avec Barcelone. Zielinski, bien, un petit peu bien, mais après, transparent en deuxième mi-temps, et il s'est rien passé. Enfin, c'est hallucinant. Ce maillot de la Pologne est fait de plomb. Ce n'est pas un maillot, ce n'est pas un maillot Nike ou un maillot Adidas ou quoi que ce soit. C'est du plomb. Les mecs, ils arrivent en sélection. On a l'impression qu'ils sont juste là pour jouer ensemble et se dire bon, c'est pas grave. De toute façon, on va partir en vacances, c'est cool, machin. Et il y a aucune remise en question. Et on peut dire que ça soit les entraîneurs. Mais je suis désolé, quand on passe de Bjenček, on peut dire ce qu'on veut sur Bjenček. Très bien. Moi, j'ai été le premier à le critiquer, Bjenček. Bon, Bjenček est parti. Quand on va après aller voir Sousa, il nous a mis dans la merde. Et pourquoi il nous a mis dans la merde? Il a eu des bonnes périodes, Sousa. On se souvient pas, mais ou peut-être on se souvient. Il y a eu des périodes, la Pologne, franchement, ok, défensivement, c'était pas terrible. Offensivement, Sousa, il a des idées, il y avait des choses qui se passaient sur le terrain. Ok, il nous a mis dans la merde après ce match face à la Hongrie, mais globalement, il y avait des choses sur le terrain. Il y avait des choses intéressantes offensivement parce qu'il a des idées. C'est un con, mais il a des idées. Et pourquoi il y a eu de la merde face à la Hongrie? Parce qu'ils ont décidé avec Lewandowski que non, c'était pas le match le plus important, fallait pas le faire jouer, petit pépère et tout, etc. Et finalement, tu te retrouves à partir en putain de play-off pour la qualification alors qu'on aurait dû prendre une qualification directe. Et il se barre après à Flamengo. Mais la vie de moi, maintenant, quand je vois tout ça, je me dis, mais moi aussi, je m'en vais à Flamengo. Flamengo, il me propose, je suis à Football Manager. Flamengo, il me propose, je vais pas rester avec cette équipe, ils sont malades, les mecs, ils font n'importe quoi. Et après, t'as Mirniewicz qui arrive, très bien, le Mirniewicz qu'on connaît, etc., avec les histoires, les affaires, le côté un petit peu élitiste du football, mais très défensif, machin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du caca aussi. Et maintenant, t'as Santos qui arrive avec son expérience, etc., qui fait des erreurs aussi. T'en parleras peut-être des erreurs techniques, et tactiques, et il en fait. Mais qui arrive, et qu'est-ce qui se passe? La même chose. À chaque fois, à chaque entraîneur, depuis Navauka, et j'ai même pas parlé de Navauka avant, avec la Coupe du Monde, après l'Euro 2016. L'Euro 2016, c'était cette espèce d'épiphénomène, parce qu'on avait finalement des joueurs comme un grand Wojciechowski, un grand Piszczek, qui ont réussi à nous mener vers le haut, et un Krychowiak qui était plutôt bon, et un Pazdan en défense qui était impassable, et il a fait le tournoi de sa vie. Mais globalement, c'est ça le football, le football polonais. Et c'est mental, c'est-à-dire qu'on a toujours cette espèce de truc de souffrance. Et que les entraîneurs passent, qu'ils soient polonais, qu'ils soient bulgares, qu'ils soient de Trinidad et Tobago, qu'ils soient d'Australie, français, on s'en fout, ça changera rien. Tu peux mettre Papchoun dans cette merde. Papchoun, au bout de 3 jours, je suis certain qu'il claque la porte et il fait « Personne veut m'écouter, personne veut rien faire. » C'est une merde sans nom. Parce que Papchoun est comme ça. C'est-à-dire que les gens sont là à dire « Oui, Papchoun peut-être devrait prendre la sélection. » Je pense que Papchoun pourrait reprendre la sélection à un moment donné. Mais dans le contexte actuel, un Papchoun ne tient pas une semaine après un rassemblement avec cette sélection. C'est ça la vérité. Surtout dans ses convictions qu'il a par rapport au football. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est une défaite 3-2, c'est un scandale absolu. On va peut-être même pas se qualifier pour l'Euro. Ça sera peut-être pas si mal. Je suis un peu même tellement, j'ai aucune amitié pour un Fernando Santos, etc. Mais je me sens même désolé pour lui maintenant de ce que j'ai vu parce que pour moi, ok, il y a peut-être des problèmes tactiques, mais ces joueurs-là, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font pendant certains matchs depuis tout ce temps, c'est des scandales. C'est scandaleux à ce niveau-là de faire ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais arrêter là-dessus. Et Johan, tu peux y aller. Et pour tous les gens qui le souhaitent, on a ouvert une cagnotte pour permettre à Mathieu de partir à Flamengo. Et si vous avez besoin d'engueuler votre enfant, sachez que Mathieu loue ses services. Il n'y a pas de souci. C'est un métier en devenir.
Hem, je vais du coup, je pense que comment dire? Hem, je suis un peu encore plus sous le choc maintenant après ton coup de gueule. Je suis désolé. Je me dis comment je vais rebondir? Donc comme j'avais dit, je vais mettre du sel sur vos plaies ouvertes, comme je suis un être humain absolument effroyable. J'ai donc vu le match en différé puisque je l'ai vu aujourd'hui. Hem, j'ai pris des notes et en fait, je regarde mes notes et je me rends compte que sur les notes de la première mi-temps, j'ai plein de notes et sur la deuxième mi-temps, j'ai rien, j'ai même pas un point. Donc, comme tu l'as dit Mathieu, la première, 3-5-2 pour la Pologne, avec des joueurs, plutôt expérimentés. La Moldavie en 5-4-1 il me semble. Hem, la Pologne qui, à ma grande surprise, alors déjà ça c'était le premier point, hein, la Pologne donc qui, à ma grande surprise, ne passait quasiment jamais par les côtés, malgré le 3-5-2. Alors que les quelques occasions, venaient des décalages sur les côtés, soit par le central qui dédouble, donc c'était, Kiwior à gauche et Kandiora à droite, soit le milieu qui apporte le surnombre, Zielinski à gauche et Szymański à droite, ou alors l'attaquant, qui redescend, c'est-à-dire, généralement c'était Milik. Les quelques décalages qu'on a vus et là je te rejoins sur le point, maillot très lourd à porter. Les quelques décalages qu'on a vus en première, tous gâchés par des imprécisions techniques, contrôle raté, passe directement en touche. En fait, cette première mi-temps pour moi c'était, du point de vue du jeu, c'était un calvaire quoi. On a vu le premier but suite à un corner vers la 12e minute je crois, le but de Milik. Et hem et à partir de là, j'ai commencé à recevoir des textos des personnes qui regardaient le match: «Ouais, la Pologne maîtrise, machin». Mais en fait, la Pologne maîtrisait parce que le plan de la Moldavie, c'était extrêmement simple. C'était attendre à 11 derrière dans les 40 mètres. Donc, expliquez-moi en fait, qui ne peut pas maîtriser face à un bloc ultra bas? Quand tu as 80 du temps le ballon, tu es obligé d'être «en maîtrise» entre guillemets. Puisque tout simplement, tu as le ballon énormément de temps, tu au niveau du territoire, tu es plus souvent, dans la partie de terrain adverse. Donc c'est logique que visuellement, tu as l'impression d'être en maîtrise. Mais moi ce que j'ai noté en fait, ce qui a commencé à me et donc encore une fois, je connaissais le score, hein, donc je vais pas commencer à dire: «Oh ça m'a fait peur, machin et tout», non. Mais ce qui pour moi déjà est le début d'une explication, grosse difficulté dans la relance. Le moindre pressing des Moldaves, ça a mis en valeur le manque de technique des centraux, notamment, Bednarek et Kandiola. Donc Bednarek, il a jamais été, connu pour, sa grande qualité de relance. Kandiola à la base, c'est un arrière latéral, donc je suis un peu plus circonspect sur le fait que techniquement c'était pas ça, quoi. Hem, ensuite le deuxième but arrive, sur une des seules phases de jeu que la Pologne maîtrisait à peu près, c'est-à-dire, soit une passe d'un des 2 Szymański, soit une passe de Zielinski, pour un des 2 attaquants qui glissait entre la première et la deuxième ligne défensive. C'est-à-dire, dans le 5-4-1, vous avez la première ligne défensive qui est le 5 de derrière, la deuxième ligne défensive un peu plus haute qui est le 4, des milieux de terrain. Donc on avait soit Lewandowski, soit Milik qui redescendait pour toucher la balle et combiner avec le deuxième attaquant. Donc finalement, c'était le seul type d'action à peu près maîtrisé puisque je le rappelle, on parlait de maîtrise, mais quand vous avez Zielinski qui touche le ballon à 60 mètres du but adverse, de quelle maîtrise on parle? Donc finalement, les seules actions à peu près dangereuses en première mi-temps, c'était le talent pur des 2 attaquants Milik et Lewandowski. Dire que Milik et Lewandowski peuvent combiner face à la Moldavie, je pense que ça n'étonnera personne en fait. Hem, puis finalement après le deuxième but, la Pologne qui a commencé et c'est là qu'on voit effectivement, que mentalement ça a son importance. Pologne, libérée à 2-0. J'ai vu des récupérations de balles hautes, j'ai vu des dédoublements. La Pologne aurait pu mener 3 ou 4-0 à la mi-temps, il y avait rien à dire parce qu'ils ont commencé à enchaîner les occasions après le 2-0. Donc une période de 10 minutes, on va dire, un peu euphorique de la Pologne et les 3-4 dernières minutes qui déjà laissaient présager, ce qui allait se passer en deuxième mi-temps puisque sur les 3-4 dernières minutes, la Moldavie a commencé à se rebeller. Ils avaient fait beaucoup de fautes pendant la première mi-temps, mais ils ont commencé à vraiment, les enquiller, au niveau physique, à partir de la 40e, 42e. La Pologne a eu de plus en plus de mal à se dégager et quand la Moldavie contrait, en général, ça faisait très, très mal et il y avait déjà eu un premier centre, en première mi-temps qui aurait pu se terminer par un but vers la 45e et c'est là qu'on arrive en deuxième mi-temps et je me suis dit,
comme je connaissais le score et comme j'avais vu donc les propos pour rebondir sur ce que tu disais Mathieu, j'ai vu les propos de Santos, pardon. J'ai vu les propos de Berezinski, j'ai vu les propos de Bednarek et je me suis dit: «Bon, bah, la Pologne s'est fait défoncer». Moi, dans ma tête, c'était ça, quoi. On en avait discuté hier par texto, tu me disais: «Ouais, c'est mental» et moi, j'avais pas vu le match et je te disais: «Mais non, ça peut pas être mental à 2-0 avec autant de confiance accumulée. Tu ne peux pas, te chier dessus», désolé pour le terme, tu peux pas te chier dessus en deuxième mi-temps. Hem et je reste sur le fait qu'ils se sont pas chiés dessus, mais pour moi, effectivement, ce que tu as dit, c'est mental. Dans le sens où les mecs se sont dit: «Bon, bah, c'est fait. On mène 2-0, on joue comme de la merde, mais on mène 2-0, donc il peut rien nous arriver». Sauf que malheureusement, quand tu fais ça, des erreurs d'inattention, Zielinski donc qui rate son contrôle, Candiola qui nous fait une passe, bon, bah, encore une fois, alors on peut discuter pourquoi il est à cet endroit-là du terrain parce que c'est pas un arrière, central de 4-4-2. Ça, je reviendrai après sur la défense. Mais bon, Candiola, je suis désolé, tu mets un joueur professionnel n'importe où sur le terrain, il fait pas cette passe. Pas un joueur de niveau international, c'est pas vrai. Hem et puis finalement, après, bon, comme on l'a dit, hein, une fois que tu te fais reprendre de 2-0 à 2-2, l'histoire de la Pologne, c'est de prendre le troisième, ça c'est sûr. Comme l'a dit Yo, moi je le savais avant évidemment, mais je pense que n'importe qui connaît l'équipe de Pologne en live, il se dit: «Bon, il y a 2-2, c'est sûr, il va y avoir 3-2 Moldavie, quoi». J'ai vu d'ailleurs, petite anecdote, j'ai vu d'ailleurs des Polonais qui avaient fait des tickets, pour la Moldavie à la mi-temps, avec une cote de 80. Donc comme quoi il y en a qui Szczęsny il connaît pas l'histoire de la Pologne, sur, la souffrance et le jeu, mais par contre il y en a, ils connaissent bien l'histoire récente de la Pologne, sur, les possibilités, enfin, impossible is nothing. Donc voilà, on se retrouve avec un 3-2 qui, je sais toujours pas en fait, comment ça s'est passé. Hem, je suis sorti KO alors que je connaissais le score avant et à aucun moment je voyais les Moldaves marquer. Quand il y a eu, 2-1, je me suis dit: «Mais non, ils peuvent pas marquer le deuxième alors que je savais qu'ils allaient le marquer. Quand il y avait 2-2, je me suis dit: «Non, ils vont pas marquer le troisième alors que je savais qu'ils allaient le marquer et j'étais KO, après la fin de la deuxième mi-temps parce que je me suis dit: «Putain, mais comment ils ont perdu le match?» Et en fait, pour moi, il y a une chose, si vraiment, je dois enlever, le débat, psychologique que Mathieu, tu as eu avec toi-même et qui est effectivement très, très important. Mais ça, je l'avais déjà dit, il me semble, dans le précédent podcast, le hors-série numéro 1. Je pense que vous pouvez le retrouver. Il me semble que j'ai dit que la défense centrale, c'était le vrai problème de la Pologne parce que, hem, c'était extrêmement faible. Alors évidemment, j'ai pas réécouté, donc ça se trouve, je passais pour un con. Mais il me semble que déjà à l'époque, on l'avait dit et pour moi, comme j'ai dit, en off, tu peux pas construire une maison sur des sables mouvants. Quand tu as Benarek qui est hyper faible derrière, qui a la tête sous l'eau avec son club, quand tu as Candiola qui fait des passes comme il a fait, hier soir, quand tu mets ton meilleur défenseur central, arrière gauche, en deuxième mi-temps, à l'arrivée, tu te retrouves avec ça. Et pourquoi Zielinski, s'il rate son contrôle, le même contrôle, s'il le rate 20 mètres plus haut sur le terrain, c'est-à-dire sa place normalement, hein, s'il le rate 20 mètres plus haut sur le terrain, il y a aucune incidence parce qu'il y a encore 60 mètres à faire. Alors que là, évidemment, il est tellement bas. Pourquoi il est tellement bas? Il est tellement bas parce que la défense centrale est tellement faible, en qualité de relance notamment. Et Szymański, Damian Szymański qui, il y a rien à dire, c'est juste un joueur qui a pas le niveau en fait international pour ce genre d'équipe. Ils peuvent pas relancer et donc Zielinski est obligé de descendre super bas et ce qui fait que, ça relance, au lieu de faire l'erreur à 60 mètres du but, qui n'aurait eu aucune incidence, il l'a fait à 35-40 mètres du but et là effectivement derrière c'est récupération, extrêmement rapide, frappe à 20 mètres. Szczęsny, bon, peut-être pas irréprochable, de ce que j'ai compris, il a fait, 1001 arrêts contre l'Allemagne. Il avait donné tout ce qu'il avait contre l'Allemagne, je pense qu'hier soir, il avait plus rien dans le moteur quoi, parce il me semble qu'il a fait 0 arrêt hier soir. À un moment donné, j'avais la stat, je crois, 13 frappes polonaises, 4 frappes, moldaves et il me semble que Yo t'a dit, 20 frappes à 5 ou un truc comme ça, je sais plus. Mais voilà quoi, je pense que la défense centrale qui est d'une faiblesse abyssale, qui fait que, pour l'instant, c'est très, très, très compliqué de construire parce qu'il y a aucune confiance, chez ces joueurs, parce qu'ils savent qu'à la moindre opportunité, ils peuvent se prendre un but. Hier, il y a 3 buts qui viennent sur rien et je dirais même 4 parce que le but sur corner, bon, il est refusé mais franchement,
y a pas grand-chose, hein, il y a une petite poussette, Damian Szymański vole, bon, alors s'il le refuse pas, je pense pas qu'il y a gros scandale, quoi. Donc ça fait 2 ballons perdus, 2 buts, 2 coups de pied arrêtés, 2 buts. Hem, je comprends en fait finalement je comprends pas du tout les propos de Belechinski, qui a dit que: «Ouais, les mecs couraient partout et cetera». Ouais, bah, OK, super, comme tu as dit Mathieu, c'est du foot, quoi. Faut quand même qu'ils courent à la base, les mecs. Je comprends pas non plus les propos de Benalla qui laisse sous-entendre que oui, on voulait bien finir le travail avant de partir. Non, tu avais déjà la tête en vacances, tu pensais que c'était fait et puis basta, quoi. Par contre, je comprends les propos de Santos, parce que je pense que le mec vraiment de sa vie je pense qu'il était honnête, je pense que le mec de sa vie, il a jamais vu ça et je pense qu'il le verra plus jamais d'ailleurs, parce que ça m'étonnerait que si tu refais 100 fois ce match-là, je pense que la Pologne le perd 0 fois, quoi. C'était que hier soir, voilà, c'est l'histoire de ce maillot, quoi. J'ai l'impression l'histoire récente de ce maillot, qui fait que, bah, malheureusement les mecs, font n'importe quoi. Hem et donc je voudrais ouvrir, qu'on fasse un petit débat donc sur cette défense centrale, puisque j'en parlais en off, mais moi, pour ma part, on a noté dans les absents Piątkowski, Walukiewicz et donc Mathieu, tu as rajouté Bortniewicz qui est un très bon ajout parce qu'il a fait, il me semble, une bonne saison aux Pays-Bas. On en parlera peut-être dans les Polonais de l'étranger, qui un podcast hors série qui va venir dans les semaines à venir. Hem, moi, en défense centrale, au vu de la qualité de relance désastreuse, au vu des buts encaissés, ben moi, personnellement, j'essaierais Vieteshka avec Kivior, voir déjà ce que ça donne. Peut-être un Bielik au milieu de terrain, quelque chose qui va solidifier et quelque chose qui va, comment dire? Qui va permettre au milieu de terrain de jouer plus haut et d'arrêter de redescendre à 40 mètres de leur but, là où ils sont complètement inefficaces. Je suis désolé, hein, Zielinski à 40 mètres de ses buts, ça sert à rien. Vous pouvez me la faire dans tous les sens, les gars. Zielinski, ça a jamais été un 6, ça sera jamais un 6, hein. C'est un joueur qui a besoin d'être un peu plus libre, et cetera, d'apporter le danger. Qui va me dire comment Zielinski va marquer des buts à 60 mètres du but adverse? Bon. Hem, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, le temps de Bednarek est passé. Il a pas le niveau, il est pas leader. Quand tu as 27 ou 28 ans, que tu pas leader, ben au revoir, tu dégages et puis on donne la chance à quelqu'un d'autre. Hem, donc j'irai sur Vietesca qui viole pour démarrer. Je dégagerai, Kendiola, je vois pas ce qu'il fout là non plus. Je suis désolé, il est sorti du chapeau comme ça. Alors toi, Yo, je sais que c'est un joueur formé à l'air, mais il est sorti du chapeau comme ça. Le mec, qui se retrouve défense à 3, tu dis: «Ouais, OK, pourquoi pas» et puis finalement défense à 2, tu te dis: «Bon, ben en fait, non». Donc moi j'irais sur, dégager Kandiola et Bednarek, donner leur chance à un Pionkowski, à un Bortniewicz, pourquoi pas un Walukiewicz aussi qui m'a l'air de bien revenir. Quid de qui on met à gauche? Ça c'est un autre débat, je suis OK avec vous. Hem, toi Yo, qu'est-ce que tu penses de cette défense centrale? Et qu'est-ce que tu vois en fait pour le futur? Bah, la défense centrale est faible, hein, comme tu l'as dit. Après, bon là il joue pas parce qu'il y a des problèmes de dopage, mais peut-être Salamon, pourquoi pas, donc Salamon Duller, pourquoi pas le tenter aussi. Il avait joué, il me semble, aux dernières qualifs contre la République tchèque et contre l'Albanie, il me semble. Donc pourquoi pas le tenter lui aussi, voir ce que ça donne. Euh, Après, bon bah, je pense que Santos il essaie de mettre des choses en place, il essaie peut-être de créer une ossature qui pense tenir la route. Mais après, on peut toujours essayer de changer, mettre Ziteska comme tu as dit. Mais après, si on change à tous les matchs la défense centrale, c'est pas ça qui valait non plus à se former et à faire en sorte qu'elle devienne de plus en plus forte. Ouais, mais effectivement, c'est un bon point de vue, mais là je pense qu'il est urgent de changer. Toi Mathieu, tu le vois comment? Alors, je me suis calmé un peu. Donc, sur la défense, alors c'est intéressant ce que vous disiez, les deux Johan. Ce que tu disais, premièrement, Johan, je pense effectivement qu'un Vieteshka, alors en Pologne, on en parle très peu de Vieteshka parce qu'il joue à Clermont, il joue en Ligue 1, c'est pas trop bankable, etc. La première ligue, Bednarek, c'est beaucoup plus bankable, mais Vieteshka a fait une très bonne saison avec Clermont. On sait que, comme tu le disais auparavant aussi, on sait qu'il y a une bonne relance, que c'est quelqu'un qui peut justement aider à pas avoir cette espèce de trou avec les milieux qui doivent redescendre être très 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 bas
comme peut le faire Zielinski malheureusement, et c'est pas là où il est le meilleur, hein, comme tu l'as dit, c'est pas un 6, hein, c'est Zielinski. Et donc Vieteska, pourquoi pas. Piontkowski, je vais attendre, on devra attendre aussi, mais c'est un joueur qui je trouve intéressant d'un point de vue technique. Valukiewicz, c'est la même chose, c'est un défenseur qui est vraiment assez technique, qui a une bonne relance, qui revient bien, t'as raison, on va voir ce que ça va faire l'année prochaine du côté de l'Italie. Ça pourrait être un joueur qui est intéressant, mais il faut Ils viennent vraiment... d'être achetés, il me semble. Hein. Ils viennent de lever l'option d'achat, il me semble, donc ils sont satisfaits de lui. Bon, bah voilà, à Empoli, non? Ouais, tout à fait, Empoli. Ouais. Et donc, je pense qu'on le verra titulaire. Et c'est un joueur on avait énormément d'espoir en lui parce que c'était vraiment un joueur très très intéressant. Donc on va voir ce que ça donne la saison prochaine. Mais encore une fois, comme disait l'autre Johan, on change, on réfléchit. Ça fait depuis combien de temps qu'on essaye de trouver une défense? À part le fait que à l'époque, quand il y avait Glick, on mettait Glick et après on choisissait qui on mettait à côté. C'était plus souvent Ben Narek, etc. Mais on voit qu'en fait ça marche pas. Ben Narek, c'est pas un leader de la défense. Kivior, il est un peu trop tendre pour être leader. Si tu mets un autre mec comme Vieteska, est-ce que ça serait un vrai leader d'une défense? Un doute. Après, à tester, hein. Je dis pas, je suis plutôt ouvert à ça. Par contre, les Valukiewicz, Piontkowski sont encore assez jeunes aussi. Borchniewicz, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait avoir ce rôle, mais dans les matchs qu'on avait vus avec la Pologne dernièrement, avant, quand il a été sélectionné, il n'a pas fait des grands matchs. J'aimerais bien le revoir quand même. Mais encore une fois, ça fait énormément de changements, ça fait énormément de questions, on a très peu de réponses. Et pour le milieu, tu parlais d'un Bielik. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on attende le retour de Moder. On oublie qu'il y a quand même Moder qui a été blessé, qui s'est fait les croisés. Et Moder, est-ce que c'est pas sa place, là? À la place de Bielik, à la place de Szymanski, à la place de Damian Szymanski, Ouais, etc. tout à fait. Pas Bah, cette- effectivement, pour faire la première passe, lui, il serait beaucoup mieux que les autres, quoi. Ah ouais, et techniquement, c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu. C'est un joueur qui, techniquement, est à l'aise avec le ballon. Il n'a pas peur. On l'a vu sur ce qu'il a fait en Angleterre avant de se blesser. Je pense que Moder, espérons qu'il revienne parce qu'on sait que les croisés, on a vu avec Milik est jamais revenu à un niveau qui était le sien avant, et beaucoup de joueurs reviennent jamais à leur niveau après les croisés. Espérons qu'ils reviennent dans des bonnes conditions, mais j'espère que on va voir des choses différentes. Et je pense que Santos a cette volonté de faire des choses différentes avec la sélection. On le voit quand il appelle les joueurs, le groupe qu'il essaie de créer. Il y a quand même pas mal de jeunes qui arrivent, des joueurs un petit peu différents, etc. Donc voilà, quid à gauche. Karbovnik n'a pas fait une saison dégueulasse avec le Fortuna Düsseldorf. On n'a aucune à gauche, pour être franc. On n'a rien pour le latéral gauche de dispo qui peut vraiment être Davidovic, peut-être. Enfin, il n'y a rien de grandiose, donc faudra bricoler. Et à droite, moi je pense on n'en a pas parlé d'ailleurs dans les absents, mais Cash était. Ah si, on en a parlé dans les absents, Cash était absent, mais il est absent parce qu'il était blessé et qu'il revenait de blessure. Donc je pense que Cash retrouvera peut-être cette position, qui est peut-être un petit peu basse par rapport à lui, qui est très très offensif, mais je pense que c'est le meilleur atout qu'on peut avoir à droite, dans tous les cas, sur la défense, dans une défense à 4, si on prend la défense à 4 dans ce cas précis. Donc il y a énormément de questions, il y a peut-être un petit peu plus de réponses, mais effectivement, il faut qu'on arrête avec Ben Narek. Si on n'appelle plus Glick, parce que Glick, ça sert à rien de l'appeler maintenant. Enfin, même, je pense que Glick aurait fait un match beaucoup mieux. C'est terrible de dire ça, hein, mais il aurait fait son match face à la Moldavie et je pense qu'on n'aurait pas pris ces buts-là, techniquement. Parce que Glick, c'est Glick, il va pas courir comme un fou, etc. Il a plus des jambes de 20 ans, mais ça aurait été peut-être différent d'un Ben Narek parce qu'il sait et il comprend un peu plus le football que Ben Narek, il me semble. Mais voilà, la défense, effectivement, tu as raison, Johan, dans tout ce que tu as dit auparavant, je suis pas revenu dessus, hein, ben, c'était vraiment intelligent ce que tu disais sur le point de vue aussi un peu plus tactique, un peu plus à froid. Et je pense que tu as raison dans certains domaines, même si moi, mon domaine est plus le domaine de la psychologie et de cette défense qui reste le point noir, le point négatif, cette espèce de trou noir qui engloutit tout et qui engloutit même nos milieux qui sont obligés d'aller rechercher la balle, même des fois Lewandowski, et même tellement il n'y a même plus de milieu, des fois il y a même Lewandowski est obligé de retourner au milieu de terrain pour aller chercher la balle et jouer dans l'espèce de numéro 8, numéro 10. Donc effectivement, c'est un gros problème. Et pourtant, je pense que comme vous le disiez, on peut même, si on veut, parler des Salah, de tout ce qu'on veut, mais je pense qu'il y a du matériel disponible et il faut juste trouver la bonne alchimie. Et c'est ça que Santos va devoir faire cet été, au lieu d'aller prendre des vacances à Faro, à regarder les gens faire du surf et à manger à manger son plat, son petit plat préféré en terrasse. Va falloir qu'il réfléchisse un petit peu à, selon lui, qui serait
pour la défense centrale polonaise, la paire la plus importante et la plus intéressante pour la suite de la compétition, parce qu'il y a encore une qualifiée à aller chercher quand même, parce que c'est quand même les 2 premiers qui sont qualifiés. Ça pue, ça sent pas bon, mais bon, je crois que les 2 prochains matchs, on joue les îles Féroé, donc au moins, allez, on sait même plus, hein, mais normalement, peut-être qu'on pourrait aller chercher 6 points, espérons, mais il va falloir utiliser ces matchs pour trouver cette charnière. C'est obligatoire. Ouais, effectivement, je pense que c'est un très bon point de vue, utiliser ces 2 prochains matchs pour trouver la charnière, ou à 3 si éventuellement, tu veux jouer à 3 parce que je vois pas de problème sur le principe à jouer à 3. D'ailleurs, pourquoi hier il me semble qu'hier ça a mieux marché à 3 qu'à 2. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, ton manque d'intelligence défensive, notamment de Bednarek, est compensé par le fait que tu as 3 joueurs derrière et notamment Kivior à gauche qui vient rattraper ça. Heu, Pourquoi 3 joueurs en plus? Parce que, par exemple, Vieteshka joue à 3 à Clermont. Alors, s'il y a des supporters de Clermont qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, dites-le dans les commentaires, comme disent les jeunes. Non, s'il y a des supporters de Clermont qui peuvent, confirmer, je crois qu'il y en a au moins un qui écoute. Vieteshka joue dans une défense à 3 comme un espèce de rôle de quarterback, c'est-à-dire il est protégé par les 2 centraux plus costauds et puis lui, il fait la première relance justement, qui permet au milieu de ne pas descendre trop bas. Hem, donc pourquoi encore une fois à 3? Parce que Frankowski à Lens joue à 3, parce que par exemple Karbownik à Düsseldorf joue à 3, parce que Redza joue à 3. Donc quand je dis les latéraux jouent à 3, ça veut dire qu'eux sont dans les 2 pistons. Hem, alors que, il me semble aussi que Borgnevic joue à 3. À l'inverse, des joueurs comme Benalek, ne jouent qu'à 2 et en plus de ça, joue très mal à 2 en ce moment. Donc je suis désolé, hein, je tape sur lui, c'est pas que je l'aime pas ou quoi, mais c'est juste que malheureusement, bah, les faits sont là, en fait. Quand il était avec Glick, c'était un suiveur. Maintenant qu'il faut qu'il soit leader, bah, il est pas là et du coup, la question c'est à quoi il sert? Parce que OK, il a l'expérience, mais si sur le terrain, tu pas capable de donner, ce pourquoi tu es employé, bah, malheureusement, il y a pas grand-chose à faire, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi, si dans un boulot, tous les meilleurs commerciaux, partent et puis que toi, tu restes le commercial le plus expérimenté, mais tu fais pas ton chiffre d'affaires, bah, tu dégages, en fait. C'est la dure loi du milieu, quoi, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette analogie, mais je pense que les gens comprendront. Hem Donc ouais, cette défense qui est pour moi le point le plus important, mais en fait, c'est surtout que c'est le seul point que je vois d'améliorable. Parce que au milieu de terrain, je vois pas comment on va faire prendre, 6 kilogrammes de muscle à Szymański, à Sébastien Szymański. Je vois pas on peut effectivement remplacer un modèle au milieu de terrain, mais je vois pas comment on peut apprendre à jouer à Damian Szymański. On peut lui apprendre il y avait des conduites de balles en première mi-temps qui étaient quand même catastrophiques. Je vois pas comment on peut apprendre à des joueurs, à jouer un 3-5-2. Hier, la première mi-temps, il y avait des ressorties de ballon, quand ils étaient sous pression, c'était catastrophe, quoi. Enfin, j'ai encore un souvenir, médusé, d'un ballon de Kivior qui met un grand ballon devant pour personne et je me suis dit: «Mais mince, où est Milik, en fait? C'est à lui normalement d'aller chercher ça» et tout ça. Heu, Quid puisque, certains joueurs, sont absents, quid de Kovnatski, qui pourrait donner de la profondeur à cette équipe, qui en manquait cruellement hier. Il me semble notamment que le duo, Lewandowski-Milik, c'est pas un appel en profondeur de tout le match. Donc ça, on peut quand même en discuter parce qu'après est-ce que c'était ce que leur demandait le coach? Ça, c'est autre chose, je veux pas discuter de ça. Mais par contre, il me semble que c'est pas des joueurs qui ont ce profil-là, donc quid de Kovnatski? Fidalski est rentré à la place de Milik, il a fait exactement la même chose. C'est-à-dire il a joué à presque 40 mètres du but adverse ou 50 mètres du but adverse pour finalement, heu pas une grosse production, puisque si quelqu'un se souvient de ce qu'a fait Fidalski sur le terrain, vous me dites. Mais moi personnellement, autant je l'adore, hein, en plus de ça, c'est lui qui a marqué le dernier match de qualification, le 1-0. Autant je l'adore, autant là, bon, bah, je sais pas à quoi il servait en fait. Il a fait du Milik moins. Donc voilà, c'était frustrant. C'était au niveau du jeu, c'était plus d'espoir en deuxième mi-temps. Un 4-4-2 qui m'a semblé, mais en fait, le 4-4-2, c'est toujours plus facile à maîtriser. Donc voilà, ça peut expliquer. Les joueurs marchent par paires et tout ça. Mais
par rapport à la défense centrale, moi, je resterai sur ce 3-5-2 et puis voilà, quoi. Je changerai tout simplement la défense et comme tu l'as dit, Mathieu, en espérant peut-être, retour de modèle, une nouvelle défense centrale et puis des joueurs qui arrêtent de se chier dessus parce que j'ai encore en mémoire cette passe de Kandiola. Autant, Zielinski, je me dis: «Ça, c'est une erreur technique», autant la passe de Kandiola, bah, comment un professionnel peut faire ça, quoi, en fait, tout simplement, c'est pas possible. Moi, je fais ça au Five le lundi, OK, ça m'arrive, mais mais un professionnel qui fait ça, bof et puis, comme tu l'as dit, ce raté de Szymański. Donc voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce qu'on ferme là-dessus, et puis on va tous se flageller? On peut dire merci, merci Fernando Santos d'exister et de nous permettre, d'avoir la même tête que lui quand il fait les conférences de presse et qu'il est très, très triste. Voilà, merci Fernando et j'espère qu'on fera un podcast sur la sélection polonaise la prochaine fois hors série où on va pouvoir, dire des choses positives. Enfin, s'il vous plaît, juste un petit peu de positif. On demande que ça, hein, on n'a pas l'impression comme ça. On se dit oui, la Pologne, ils sont là, ils disent des trucs, genre ils veulent taper. Enfin, moi j'aimerais qu'on passe un mercredi où t'as passé une journée qui était un petit peu, qui était bien, t'es heureux, bon, t'as eu le travail qui t'a embêté un peu, mais que tu sais que t'as le match et que t'as pas peur de te dire putain, c'est la Moldavie, on est capable de perdre. Juste ça, juste un peu de bonheur. Voilà, c'est ça que je souhaite, je pense, un petit peu de bonheur et qu'on voit Fernando Santos petite cigarette au bec comme ça, avec un petit sourire à la fin. C'est juste ça, j'espère, de mon côté. Ouais et puis en plus de ça, Yo, il a repris, du poil de la bête aujourd'hui, il a eu du baume au cœur puisque les moins de 15 de l'air ont pris 4-1 par le Śląsk Wrocław, donc il est heureux. Ouais. Non, puis sinon, bah, il reste 5 matchs, donc on peut toujours espérer ouais, finir sur une note positive. 5 matchs et on va essayer de tous les gagner, pourquoi pas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, vous écoutiez, Radio, Flagellation ou Flagellage, je sais pas comment on dit. Je vous remercie quand même messieurs, d'avoir été fidèles au poste. Un de nous 4, on le citera pas, était absent, il a dit qu'il en pouvait plus, il voulait plus voir ça. Beh, voilà, je vous remercie. La semaine prochaine, on espère les Manu d'or et puis éventuellement la semaine d'après, on va enfin parler des internationaux polonais positivement puisqu'on va essayer de faire les Polonais de l'étranger finalement et un peu d'amour dans ce monde de brutes. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Et comme dirait Manu, la semaine prochaine. Et bisous tout le monde, et vive la Pologne, et vive le football, à la semaine prochaine. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krychowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda!